Au Caire où il a séjourné durant 48 heures, le chef de l'État fort Esodimna Gnazingbe a rencontré plusieurs éminentes personnalités du pays avec lesquelles il a renforcé le partenariat entre son pays et le leur. En marge de ces activités, le président de la République est allé à la découverte de la civilisation antique égyptienne à travers les célèbres pyramides et musées. Diplomatie gagnante toujours, le Togo bénéficie du soutien du Japon pour l'aménagement du port de pêche de Lomé. Une enveloppe de plus de 14 milliards de francs CFA sera allouée à ce projet. Et puis pour la deuxième étape du Tour cycliste international du Togo, les coureurs ont eu à affronter ce mercredi la très redoutée montée de la faille d'Alejo. Et le maillot jaune est revenu au Burkina Faso. Voilà pour les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Et nous ouvrons ce journal avec la suite du séjour du président de la République en Égypte. Le président Faure Gnazingbe y a effectué une visite d'État en début de semaine et en marge de ces différentes activités, notamment la signature de plusieurs accords de partenariat et de rencontres avec d'éminentes personnalités du pays des pharaons. Le chef de l'État a également visité les légendaires pyramides de Gizeh et les musées du Caire, un exercice de découverte de la civilisation antique égyptienne auquel s'est prêté le chef de l'État avec intérêt. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Les pyramides d'Égypte font partie des 7 merveilles du monde antique les plus anciennes et les seules qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des tombeaux construits par des pharaons de l'ancien empire égyptien. En séjour au Caire, le chef de l'État Faure Gnazingbe s'est rendu sur le site de Gizeh qui rassemble les 3 grandes pyramides du pays des pharaons. Pour découvrir davantage les différentes étapes de l'histoire de l'Égypte antique, le président de la République a visité l'intérieur de Khéops, la plus grande pyramide de l'Égypte avec 230 mètres de base et 146 mètres de hauteur. Après un passage plat de 15 à 20 mètres, l'on emprunte successivement 2 pentes obliques pour arriver à la chambre du roi, un véritable parcours de combattants. Au-delà de Khéops, le site renferme également d'autres tombeaux de rois et dignitaires de l'Égypte ancienne, Képhren et Maïkérinos. Cette visite guidée par le ministre égyptien des Antiquités, Khaled Al-Anani, a conduit le président Faure Gnazingbe au grand musée égyptien installé sur le plateau de Gizeh au pied des 3 pyramides. Sa construction a été placée sous le patronage de l'UNESCO pour contenir la plus grande collection d'objets égyptiens antiques au monde. Autre patrimoine culturel de ce pays, le musée égyptien du Caire, l'un des plus grands musées entièrement consacrés à l'antiquité égyptienne. On y trouve plus de 120 000 objets, des pièces uniques allant de petits bijoux de l'époque jusqu'au contenu de la tombe du célèbre pharaon Toutankhamon et ses sarcophages, ainsi que les collections d'objets provenant des palais royaux. Cette visite a également permis au chef de l'État de découvrir les momies de certains pharaons de la 18e à la 20e dynastie, comme celle d'Amosis Ier, d'Amenophis Ier, de Thoutmôsis Ier, de Séti Ier, de Ramsès II et de Ramsès III. Le musée a reçu plus de 100 millions de visiteurs au cours du XXe siècle, selon le ministère des Antiquités. Et le chef de l'État a achevé sa visite au Caire en République arabe d'Égypte par cette rencontre avec Ali Abdel Al, président de la Chambre des députés égyptiens. Le Togo souhaite ainsi développer une coopération parlementaire avec l'Égypte. Cette collaboration pourrait prendre la forme d'une assistance technique, de mission d'études ou de formation. Et des partenariats semblables existent déjà entre l'Assemblée nationale togolaise et de nombreux parlements étrangers. Autre partenariat déjà existant et qui se renforce davantage, c'est celui qui lie le Togo au Japon. Le gouvernement de Tokyo, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, consent à appuyer notre pays pour l'aménagement du port de pêche de Lomé, avec une enveloppe de plus de 14 milliards de francs CFA. Le compte rendu avec Silver Abdou. Paraphe, puis échange de documents. Signe de la concrétisation de la convention de partenariat relative à la réalisation du projet d'aménagement du port de pêche de Lomé.
C'est un accord de don, un accompagnement de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA qui vient appuyer le Togo avec une enveloppe financière de plus de 2,7 milliards de yens, soit environ plus de 14 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet. Il y a un patrimoine à aménager, longtemps souhaité par le gouvernement de la République togolaise, par les autorités portuaires et par la population togolaise, notamment les pêcheurs artisanaux. Je suis convaincu que ce port contribue significativement à l'amélioration de productivité du secteur de la pêche, au renforcement de compétitivité du port autonome. Et à travers ce projet de financement, je souhaiterais vivement que la coopération japonaise encourage la croissance économique du pays. C'est donc un nouveau départ dans le processus de modernisation du secteur halieutique. Ce projet d'aménagement du port de pêche de Lomé va ainsi permettre aux pêcheurs d'accroître leur productivité afin de contribuer efficacement à la promotion de la croissance économique du Togo. Le projet d'aménagement du port de pêche de Lomé a pour objectif d'assurer un environnement où les pêcheurs, les mareyeuses, les détaillants et les transformateurs pourront continuer à travailler efficacement en sécurité et de manière hygiénique et ainsi fournir de façon durable et stable des produits halieutiques de meilleure qualité aux populations du Togo. Les 178 pirogues utilisant le port de pêche actuel feront du nouveau port de pêche leur base et y réaliseront les préparatifs pour les sorties en mer, les débarquements des captures et l'amarrage en toute sécurité. D'ores et déjà, cette coopération a été matérialisée par l'installation des ouvrages pour l'alimentation en eau potable et la réalisation du schéma directeur de développement et de la cartographie numérique nationale. Et ce futur port de pêche s'annonce plus moderne et sera une valeur ajoutée à l'économie de notre pays. Et déjà dans la matinée, une même signature, cette fois d'échange portant sur ce même projet, a eu lieu entre le représentant de l'ambassade du Japon au Togo et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il faut rappeler qu'actuellement, la production annuelle du port de pêche de Lomé tourne autour de 15 000 tonnes de produits halieutiques pour une valeur de 5 milliards de francs CFA. Autre actualité, ce mercredi, les femmes disposent désormais d'un dispositif qui les accompagnera dans la promotion de leurs différentes activités génératrices de revenus. Dénommé InnovUp, le centre a pour mission d'assurer la promotion durable de l'entrepreneuriat féminin dans les secteurs formels et informels avec des start-up novatrices. InnovUp, une initiative de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo et du PNUD, a été inaugurée ce matin à Lomé. Le compte rendu de la cérémonie avec Carmen Madjé à Kako. Les femmes entrepreneurs du Togo et de la sous-région ouest-africaine ont de quoi souffler un ouf de soulagement. Une plateforme innovante vient d'être mise à leur disposition pour leur permettre d'assurer la promotion de leurs activités génératrices de revenus dans les secteurs formels et informels. InnovUp, Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, est une structure d'appui à la création d'entreprises. Ces services vont du start-up à l'ingénierie financière en passant par la formation et le conseil. InnovUp veut susciter l'émergence d'un nouveau profil d'entrepreneurs féminins. Aujourd'hui, nous venons de lancer, mais on a déjà 4 start-up qui sont hébergées déjà dans l'incubateur et qui vont bénéficier donc d'un accompagnement journalier, un coaching personnalisé par des experts qui sont recrutés et qui sont en place pour les accompagner tous les jours. Toutes les femmes sont les bienvenues dans InnovUp pour bénéficier du conseil dont elles ont besoin pour mener à bien leur activité génératrice de revenus. Mais InnovUp, ici, c'est un prix forfaitaire. Vous venez avec votre idée, on vous accompagne. Et nous avons aussi, nous sommes en train de mettre en place des partenariats, des conventions de partenariat avec des banques de la place pour accompagner financièrement ces femmes-là.
Le centre Innovop, premier incubateur d'entreprises des femmes du Togo, ambitionne d'être un important levier pour la réduction de la pauvreté. C'est une initiative de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo, FEFA Togo, soutenue par le PNUD. L'investissement dans la femme passe par deux dimensions. D'abord, augmenter et renforcer la représentation politique de nos femmes dans nos processus de développement. Cette force de traction des femmes nous permet de réduire les rigidités que nous constatons au niveau de nos sociétés. La deuxième dimension sur laquelle nous devons travailler, c'est au niveau justement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féminin est la clé du succès. Et là, je voudrais faire un appel à nos banques, à nos institutions financières. Dans cette sous-région et en Afrique en particulier, nous avons des banques surliquides qui n'arrivent pas à investir leur liquidité dans le processus de développement. Avec InnovApp, non seulement on a un centre d'incubation, un centre de conseil, mais il faudrait que nous faisions de cet instrument un centre d'intermédiation financière. Pour le gouvernement togolais, ce dispositif doit être rendu pérenne vu l'importance du rôle que joue la femme dans le développement socio-économique du Togo. La mise en place du projet Innovop, premier incubateur féminin au Togo, s'inscrit parfaitement dans la continuité des actions entreprises par le gouvernement togolais pour impulser l'émergence d'un entrepreneuriat féminin compétitif. Ceci à travers un soutien actif et intégré des initiatives économiques portées par des femmes dans les secteurs à fort potentiel de création de richesses et d'emplois durables. Il s'agit donc d'une réponse idoine aux obstacles qui s'imposent aux femmes dans le cadre de leur parcours entrepreneurial et de leur développement personnel. Innovop compte assurer la formation de 300 femmes par an et la réalisation de 50 projets sur une période de 2 ans. Innovop compte ainsi contribuer à la création d'au moins 100 emplois sur les projets incubés. Il a été décidé en Conseil des ministres de rendre plus accessibles les services de télécommunication à des prix remarquables à toutes les couches des populations. Et c'est à travers la suppression des taxes, des terminaux et équipements informatiques destinés aux consommateurs. Cette décision du gouvernement dans le secteur du réseau informatique vise à renforcer et développer cet outil dans notre pays. L'État s'y engage et met déjà les bouchées doubles, comme l'ont constaté Kaf Djobor et Pierre Sousoukbo dans le dossier de cette édition. En train de vivre sa période transitoire, en tout cas, c'est la lecture que font bon nombre d'internautes du communiqué du dernier Conseil des ministres relatif à la suppression des taxes au cordon douanier des terminaux et équipements informatiques destinés aux consommateurs. La décision, selon les analystes, devrait révolutionner le secteur. Ici, au Centre d'assistance de formation et d'études spécialisé en informatique et télécommunications, nous avons rencontré un des géants du domaine. Il nous parle de ce que pourra induire cet engagement du gouvernement togolais. Dans le secteur, il y a eu une grande joie. Des messages ont circulé sur le net, sur WhatsApp. On est tout content parce que ça fait longtemps que nous étions en train de demander cela. Mais en fait, ce n'est pas que l'on le demande pour notre intérêt, mais c'est pour la pénétration, c'est pour que les Togolais deviennent plus efficaces. Vous savez que l'ordinateur, les terminaux informatiques sont les outils incontournables dans notre secteur. Donc, si nous voulons que les Togolais deviennent plus efficaces, soient plus dynamiques, il faut qu'ils aient accès à ces outils. Et si vous regardez ce que le gouvernement est en train de faire pour nos spécialistes, on se dit qu'il y a une révolution qui est en train de monter. La dernière fois, j'étais quelque part, j'entendais aussi qu'il y a un projet de data center. En d'autres termes, je pense que 2017 sera l'année du numérique. La nouvelle est donc accueillie et partagée par tous avec beaucoup d'optimisme, mais un optimisme empreint de préoccupation inhérente à la satisfaction du consommateur.
Le consommateur qui sent aujourd'hui de l'instabilité, il ne sera pas content. Mais vous savez que pour pouvoir arriver à une période de stabilité, il y a toujours la période transitoire. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans le pays. Et je pense qu'avec un tout petit peu de patience, d'ici peu, le consommateur doit être sûr. L'effectivité de cette décision de suppression des taxes est annoncée pour l'année 2017. Année où pourra être opérationnel le projet WARCIP et le e-gouvernement censé révolutionner l'administration publique avec la promotion de la qualité des services Internet. Mais au-delà, c'est l'accessibilité à des services de télécommunication à des prix remarquables à toutes les couches de la population qui est attendue. À la coordination des 10 projets, on édifie. Le projet WARCIP Togo s'articule autour de 3 composantes. La première composante consiste à soutenir la connectivité. La deuxième composante, créer un environnement favorable pour le secteur. Et la troisième composante, c'est de mettre en œuvre les outils nécessaires au suivi et évaluation des activités qui seront réalisées dans le cadre du projet WARCIP. Le premier intérêt, quand le Togo va déployer cette infrastructure, quand nous allons maintenant essayer de mettre ensemble, à travers ce grand réseau, de connecter tous les départements, à partir de ce moment-là, les gens peuvent se dire, OK, au lieu que chaque ministère ait son centre informatique, par exemple, on peut décider d'obliger tout le monde à utiliser le data center de l'État. Ça, c'est une possibilité. L'État est libre de prendre cette décision en fonction des contraintes des uns et des autres. Toutes les machines sont donc mises en branle pour faire rentrer les populations dans cette nouvelle ère. Le ministère des Postes et de l'économie numérique s'active à cet effet. Sur initiative de la Fondation Friedrich Herbert, une étude sur le paysage syndical au Togo a été réalisée. Les résultats de l'étude contenus dans un document ont été rendus publics hier en présence de responsables des centrales syndicales. Cette étude a pour objectif de créer un cadre favorable pour la promotion du dialogue social, rehausser le débat sur le syndicalisme au Togo et faire découvrir l'évolution de ce secteur de 1992 à nos jours. Les précisions avec Luc Assi et Félix Mdacha. L'ouvrage se veut une source d'information sur le secteur syndical togolais. Son titre, Études sur le paysage syndical au Togo. Une enquête commanditée par la Fondation Friedrich Herbert Stiftung pour mettre à disposition un document de référence qui permet de mieux appréhender l'espace syndical au Togo. Dans l'étude, il s'agit essentiellement de retracer un peu l'histoire du syndicalisme au Togo, mais surtout de s'appesantir à partir des années 90 avec le vent de démocratisation pour voir un peu est-ce qu'il y a eu des avancées et quelles sont les faiblesses qu'on peut coller au mouvement syndical ici, en lien bien sûr avec la question de la fragmentation qui n'est pas un fait unique ici au Togo, mais qui touche presque tous les pays francophones, où on a plusieurs confédérations qui opèrent dans un environnement avec peu de militants. Donc, du coup, l'efficacité de l'action syndicale prend un coup. L'étude a constaté qu'il y a une prolifération et de confédérations et de syndicats. Donc, la situation des travailleurs, et vous avez vu également ce qui s'est passé avec la naissance de la STT. Aujourd'hui, la STT étant devenue confédération, ça veut dire qu'on lui enlève des possibilités de travailler en tant que bras armé un peu du mouvement syndical. Et ça, je crois que c'est une prouesse de l'État, mais qui n'est pas forcément à l'avantage des travailleurs. Une fenêtre ouverte sur les réformes idoines pour le bien-être des travailleurs, ce document a été officiellement lancé en présence des responsables des centrales syndicales et du représentant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce dernier s'est réjoui de cette initiative qui vise à promouvoir l'unité de l'action syndicale. Première édition du genre, les insuffisances relevées vont être prises en compte et intégrées dans la deuxième prévue pour l'année prochaine.
Cette série de communiqués pour poursuivre cette édition. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative porte à la connaissance des candidats au concours national de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé et de la Protection sociale, session du 19 avril 2016, qu'ils sont invités à consulter la liste au cabinet du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative à côté de l'hôtel Palm Beach, au cabinet du ministère de la Santé et de la Protection sociale au niveau des 4 ministères, au lycée de Tokoin 2, à l'école primaire publique générale Nyazingbe Yadema dans l'enceinte du lycée de Tokoin 2 et au lycée Kara 1. Et santé, toujours le ministre de la Défense et des anciens combattants informe les candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse qui sont retenus après étude des dossiers pour passer le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Salles qui se déroulera les 10 et 11 mai 2016. Les intéressés sont priés de se présenter à l'École nationale de la gendarmerie dans l'enceinte du camp de la gendarmerie nationale à Lomé le mardi 10 mai 2016 à 7h, munis d'une pièce d'identité et de quoi écrire. La suite de cette édition, à présent, 900 agents de l'administration publique et des organisations de la société civile se forment sur la gestion des terres, les risques de catastrophes et les changements climatiques. C'est une formation inscrite dans le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, qui veut renforcer les capacités des agents d'encadrement dans la vulgarisation de bonnes pratiques de la gestion durable des terres et le développement de l'agriculture résistant aux aléas climatiques. Les précisions avec Charlotte Moussimec. Un autre axe des stratégies de gestion durable de l'environnement, la formation des agents de l'administration publique et des organisations de la société civile. Ils sont les porteurs des projets à la base. Pour le gouvernement, les activités communautaires en cours d'exécution ne peuvent être durables que si les communautés à la base sont appuyées par des agents d'encadrement bien outillés. La formation va concerner 900 agents et qui seront naturellement sur l'ensemble du territoire national pour apporter, n'est-ce pas, leur expertise pour lutter d'abord contre les pertes de terre et en même temps accroître leur résilience vis-à-vis des changements climatiques. Alors, si nous pouvons déjà régler le problème à la base, stabiliser les populations, d'une part, ça permet d'accroître la richesse et puis ça permet d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette session offre donc l'occasion de consolider les acquis en passant de la phase d'adoption à celle de transposition des meilleures pratiques de gestion durable des terres. Il y a les modules que nous allons développer qui sont des pratiques anti-érosives, que nous appelons les pratiques physiques. Il y a les pratiques bio-végétales qui sont des pratiques de reboisement, de mise en défense, etc. Alors, bien entendu, au-delà de ces pratiques, il y a les pratiques que nous appelons les pratiques biofertilisantes. Il s'agit d'utiliser des plantes pour pouvoir régénérer, pour pouvoir revitaliser le sol. La présente session de formation s'inscrit dans le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Elle entend impacter l'environnement mondial grâce aux actions locales. Elle se déroule respectivement à l'INFA de Tové, au SIDAP à Niamtougou et au CD2A à Saint-Cassé pour le compte des régions des plateaux, centrales et des savanes. Les acteurs de développement de la région de la Kara se sont prêtés à l'exercice de la revue des projets mis en œuvre en 2015 dans la région. Et ceci pour capitaliser les acquis et prendre des dispositions pour recadrer les projets qui ont connu des manquements. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo.
Dans chaque région administrative du pays, il a été mis en place un comité et une commission régionale de développement et d'aménagement du territoire. Le comité est l'organe technique chargé de la conception, alors que la commission est l'organe d'approbation et de décision des politiques et programmes préparés par le comité de développement et d'aménagement du territoire. Il est convenu que ces deux structures se rencontrent pour coordonner leurs actions. Cette rencontre se tient à ce sujet pour le compte de la région de la Kara. Les membres de ces organes font la revue des différents projets mis en œuvre en 2015. Il y a beaucoup de projets dans plusieurs secteurs. C'est d'ailleurs ça qui nous oblige à nous retrouver et débattre. Dans le domaine de la santé, beaucoup de choses ont été réalisées. Au cours de 2015, dans le domaine de l'éducation, il y a BID Éducation 3 qu'on est en train de mettre en œuvre. Au niveau des travaux publics, il y a les travaux de bitumage de routes qui sont en cours d'exécution dans la région et autres projets également exécutés par les ONG et associations de développement. Donc l'ensemble de ces projets vont être passés en revue au cours de cet atelier. Et dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, tous ces projets, quand nous allons relever ça, nous allons voir est-ce que proportionnellement les projets ont été au niveau spatial répartis conformément à la vision du chef de l'État. De faire en telle sorte que, où que tu sois, qui que tu sois, que tu puisses bénéficier des acquis. Dans la région de la Kara, la dernière réunion du comité et de la commission régionale de développement et d'aménagement du territoire, avant celle-ci, remonte à juin 2010. Faute de moyens, les deux structures ne se sont pas livrées à ce genre d'exercice pendant donc près de 6 ans, laissant les populations sans information sur les acquis et les difficultés des différents projets et programmes exécutés ou en cours d'exécution. C'est grâce Les enseignants d'allemand des lycées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Togo sont en formation de 2 jours depuis hier à Lomé, axé sur l'usage du nouveau manuel pédagogique dénommé Menschen. Cet outil de formation va permettre d'accroître leurs connaissances pédagogiques pour faciliter l'apprentissage de la langue aux élèves. Éric Dianipo, Nathalie Panégué. C'est la première vague des enseignants de la langue allemande au Togo qui s'approprient les techniques d'usage du nouveau manuel allemand dénommé Menschen, un document pédagogique destiné aux apprenants des lycées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Menschen, c'est un titre du manuel didactique. Si nous voulons nous amuser à traduire cela, ça veut dire les hommes. L'enseignement technique, c'est que nous avons des apprenants et qui ont aussi besoin de la communication. Quand nous prenons par exemple une filière qui forme en administration et en tourisme, ils ont besoin de la communication. Ils font déjà l'allemand. Mais jusque-là, leur programme est pratiquement aligné sur celui de l'enseignement général, où nous avons un manuel d'ordre général, Irrundwehr. Alors qu'avec Menschen, nous voulions plutôt orienter cet enseignement vers les métiers. Cette formation est initiée par l'Institut Goethe, centre de promotion de la langue allemande au Togo, de concert avec le ministère en charge de l'enseignement technique. Dans les lycées techniques, nous avons un enseignement qui est beaucoup plus tourné vers les métiers. Donc ce nouveau manuel Menschen tient compte des cas pratiques en relation avec les différents métiers qu'on peut avoir dans ce domaine. Avec Menschen, les apprenants pourront avoir des cas pratiques, donc des cas actuels. Ils pourront apprendre un nouveau vocabulaire en relation avec les différents métiers qu'ils sont en train d'apprendre. Le directeur de cabinet du dit ministère, tout en rappelant l'importance de la langue allemande, a invité tous ces enseignants venus de toutes les régions du Togo à s'impliquer davantage pour faire des apprenants des cadres compétents et compétitifs de demain. Sokode Kara a été la deuxième étape ce mercredi de la 25e édition du Tour cycliste international du Togo. La course marquée par l'ascension de la célèbre faille d'Alejo a été remportée par le Burkinabé Mathias Sorgo qui reprend du coup le maillot jaune. Le résumé de cette deuxième étape avec Claude Ama. À Sokode, le fief des guerriers de Tchaoudjo ce matin, l'ambiance était relaxe après la fatigue accumulée la veille. Occasion pour le chef d'agence Orabank Sokode d'en profiter pour réitérer son attachement à la petite reine des pistes. Le cyclisme, c'est la jeunesse
c'est du sang neuf. Orabank veut se rapprocher encore beaucoup plus de cette jeunesse en accompagnant ce tour cycliste. Et nous l'accompagnons surtout avec notre innovation, c'est-à-dire notre produit compte épargne bloqué à 4,5%. Le départ donné, on assistera à quelques attaques et tentatives d'échapper vite battues en brèche. Les séquenciers coureurs roulent en peloton pendant une trentaine de minutes. Et les premiers obstacles se profilent à l'horizon au niveau de l'ascension de la faille d'Abidjan. Seuls les plus teigneux réussiront à s'en sortir. La course reprend de plus belle et 3 coureurs parviennent cette fois-ci à s'échapper. Le Burkinabé Sorgo Mathias, qui n'a rien lâché jusque-là, remporte logiquement la seconde étape Sokodé-Kara en 1h50 avec une vitesse moyenne de 39,5 km/h. Il sera suivi du Congolais Mohindo Claviro et du Burkinabé Minugu Nouf. Le système mis en place par le staff technique burkinabé a bien fonctionné selon le vainqueur. Cette stratégie, c'était de placer au moins les leaders au niveau de la montagne. Ça a été le cas. Donc on a été 4 à traverser la montagne. Et maintenant, à 25 km à l'arrivée, on a attaqué. Chacun de nous a attaqué et puis j'ai été le plus chanceux. Classé 4e, rien n'est encore perdu pour le Togo. La colle d'aujourd'hui ça a démarré plus tôt que prévu, donc les gars ils ont donné l'intensité dans la colline et ça n'a pas permis à toute l'équipe de se retrouver rapide. Nous sommes à quelques secondes du maillot jaune, on a encore le temps, on peut rejoindre. Avec Castelbir, sponsor du jour, c'est le goût de la réussite. Et la brasserie se doit de partager avec ses nombreux clients ces moments-là. C'est pour ça que nous sommes là avec le produit phare qui est notre produit Castel. La traditionnelle remise de maillot a été respectée. Les cyclistes ont eu droit au maillot Togo Terminal du vainqueur de l'étape, maillot Castelbir, maillot du premier Togolais Seko No. 1 à Akanga Raouf, maillot Togoport, maillot XXL, maillot Bessic, maillot Orabank, maillot Bolloré, maillot Hôtel Sarakawa, maillot Hôtel Ibis, maillot Sogea Satoum, maillot GTA Cedeza du plus chanceux, maillot Napoléon et bien sûr le maillot jaune Togocel qui retrouve les épaules du Burkinabé Sorgo Mathias. Des écharpes ont été également décernées à quelques cyclistes méritants. Kabou Chamba sera la 3e étape prévue demain. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR rappelle aux contribuables soumis au paiement d'impôts sur le revenu des transporteurs routiers IRTR, communément appelé trimestre, que la perception de cet impôt au titre du premier trimestre 2016, débuté depuis le 1er avril de cette année, se poursuivra jusqu'au 30 avril. En outre, il est rappelé aux conducteurs qui sont redevables pour leur propre compte de la taxe complémentaire sur salaire TCS. Les contrôles débuteront le 2 mai 2016 et s'étendront jusqu'au 30 juin de cette année sur toute l'étendue du territoire national. Les retardataires s'exposent à la rigueur de la loi. Le commissaire général de l'OTR compte sur le civisme de tous. Et pour plus d'informations sur les activités de l'OTR, justement, retrouvez à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise Nadej Nyanya et Aimé Abalo dans le magazine Le Contribuable. Et juste après, à partir de 22h30, Edem Soussouko vous présentera la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.